Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH management, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles évidemment. Bien dans son job, aujourd'hui, on parle de la résilience, on parle même de ce plaidoyer pour la résilience dans les entreprises et on va en parler dans quelques instants avec Patricia Asensi-Ferry, fondatrice et déléguée de cette association justement Envie de résilience. Le grand entretien, comment profiter des JO 2024 ? On est à moins de 100 jours pour l'entreprise et on en parlera avec l'une d'entre elles, très engagée dans le sport en général et dans les JO, avec Franck Ribuot, il est président du groupe Randstad France. Il est notre invité pour un grand entretien. Et on terminera notre émission avec un livre, le livre de Smart Job, la Has-Been Company, écrit par Olivier Bas. Alors, ancien vice-président d'Avas Paris, il fait un livre plaidoyer pour parler de la raison d'être, de la manière dont l'entreprise doit se transformer. C'est un livre passionnant, sorti chez Duno. Il sera notre invité à la fin de l'émission. Mais tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job pour parler du plaidoyer pour la résilience. On en parle avec vous, Patricia Asensi-Ferry. On est ravis de vous accueillir. Vous êtes fondatrice déléguée de l'association Envie de résilience. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on va parler évidemment des programmes d'accompagnement dans les entreprises. C'est une association. Ça, c'est intéressant. Comment vous est venue l'idée de porter à la fois ce travail de pédagogie autour de la résilience et d'animer et de monter cet événement? Là, c'était le troisième année consécutive, les rencontres nationales des acteurs de la résilience professionnelle. Comment vous est venu ce désir de parler de résilience? Cette envie de résilience. Bonjour, merci pour l'invitation. Le sujet, c'était un constat que les vulnérabilités, quand elles surviennent dans le monde du travail, elles restent assez taboues. Et qu'on est en fait dans le monde du travail face à un défi majeur, puisque Jean-Louis Borloo le rappelait quand on a fait la rencontre à l'école des mines de Paris là, au mois de février. C'est la première fois depuis 1945 que la France connaît une baisse de sa productivité. C'est pas un sujet technologique, c'est un sujet RH. Et aujourd'hui, moi, je suis pas là pour vous parler de la santé au travail, même si c'est important, mais je suis là pour vous parler de la santé du travail. Parce que quand on a des symptômes d'épuisement, d'absentéisme, de turnover, de détérioration du dialogue social, ça veut dire que le travail est malade, et quand le travail est malade, c'est la performance économique et sociale qui trinque. Et donc la productivité en termes macroéconomiques. Sur la définition, vous dites qu'il ne faut pas confondre résistance et résignation avec résilience. C'est quoi votre définition de la résilience ? Alors la résilience, la définition n'est pas de moi, mais ça parle de cette... Voilà, Boris Cyrulnik et Amy Warner avant lui, ça parle de cette capacité à vivre, à réussir à se développer en dépit d'une vulnérabilité, d'un événement traumatique. Et la résilience, ce n'est pas une injonction, en fait. Je ne vais pas décréter, je ne vais pas dire « sois résilient, Arnaud, parce que tu fais front ». Non, la résilience, c'est quelque chose qui se cultive. Et en fait, la différence avec la résistance, c'est quand je vais chercher à m'adapter, à me suradapter à une situation, et là, je vais venir épuiser mes ressources. La résignation, finalement, je vais épuiser aussi. Mais la résilience, ça parle justement d'arriver à identifier qu'est-ce qui fait ressources personnelles, collectives, organisationnelles, de manière à les mobiliser, à les régénérer et à transformer. Nous, on aime bien cette image de dire on transforme les gros pépins en pépites dans le monde du travail et on cherche à faire la démonstration que oui, la vulnérabilité, elle est partout, mais on parlait d'absentéisme et de turnover, c'est une vulnérabilité. Il y a la vulnérabilité des personnes, il y a la vulnérabilité des organisations, et c'est finalement une formidable opportunité aussi de remettre du lien. On n'est jamais autant unis que dans l'adversité. Vous disiez, Boris Cyrulnik parle de l'art de naviguer dans les torrents. Là, vous dites, on doit apprendre à surfer par vent fort. On est dans une période de vent fort pour les salariés. Il n'y a jamais eu autant de démissions, jamais autant de personnes résignées en disant « je vais quitter mon poste, j'en peux plus ». Qu'est-ce que ce que vous proposez peut apporter et est-ce que c'est une manière de réengager les collaborateurs ? Aujourd'hui, on est tous concernés par la vulnérabilité et pour autant, on n'est pas équipés. Toutes les premières lignes, que ce soit la fonction RH avec 64% des représentants de ceux qui travaillent dans la RH qui présentent des symptômes graves d'épuisement, les premières lignes du soin, de l'éducation, les agriculteurs, on tape tous dans le dur. On est en incapacité, la seule certitude qui soit, c'est l'incertitude du monde du travail. Donc comment on se prépare, quelle posture, comment on identifie les risques et les ressources de manière à adresser ce sujet dans le monde du travail. Alors Patricia, je voudrais qu'on rentre dans le concret parce que ça c'est une vision finalement philosophique, c'est un constat, c'est un diagnostic assez sombre de la vie en entreprise et de la vie des salariés en entreprise. Qu'est-ce qu'on fait ? On commence par quoi, très concrètement ? On forme.
on forme de manière très basique. On a monté un joli programme avec AG2R La Mondiale qui s'appelle Tuteur de résilience. Comprendre ma résilience pour accompagner la nôtre. On a expérimenté chez Lidl Bretagne, maintenant Lidl Île-de-France, avec un impact en fait sur l'absentéisme et le turnover. La résilience, ça vient parler de l'attachement aussi. Donc quand on restaure ce lien d'attachement, on restaure l'engagement, et quand on restaure l'engagement, mécaniquement, on agit sur l'absentéisme et le turnover. Et donc on a un programme de formation de 2 jours, ouvert à qui veut, sur la base du volontariat, qui nous permet de former en même temps des représentants du personnel ou pas, des managers ou pas, des référents ou pas, qui vont ensemble travailler cette posture, bien identifier quelles sont toutes les natures de risques qui cohabitent dans un cadre de travail, identifier tout ce qui fait ressources, parce que les organisations, bien souvent, font des choses, mais on le sait plus dans le rapport à RSE que dans la communication interne. Et puis, au milieu de tout ça, comment je me comporte avec un collègue? On n'est pas dans le hiérarchique, là. On est dans ce moment où il y a une adversité, qu'est-ce qu'on en fait, les signaux faibles, et puis comment on remet du lien, et comment on apprend aussi ensemble. Ce qui est intéressant, c'est le fait de mélanger les niveaux hiérarchiques. L'idée, c'est quoi? C'est de créer de la co-construction, c'est de faire en sorte que chacun écoute l'autre, et parfois ne l'écoute jamais dans l'entreprise parce qu'il a son travail à faire et il est dans le speed, comme on dit. C'est quoi? On partage quelque chose? On est dans des organisations qui sont très cloisonnées, et là, ce n'est pas le sujet de l'entreprise. C'est la même chose dans le service public, et c'est la même chose dans le champ de l'économie sociale et solidaire. On a peu d'opportunités d'être ensemble. Alors, on aura bientôt les JO, donc on espère qu'on va célébrer autour du sport. Mais quelles sont les occasions que l'on a? Alors oui, on se retrouve dans les instances, effectivement, chacun avec son masque, sa posture. Mais quand on a partagé 2 jours ensemble, au-delà de tout sujet hiérarchique, nous, notre sujet au travail, c'est quoi? C'est comment on bosse. Et puis comment on bosse bien ensemble, en fait. C'est ça l'enjeu. Patricia Asensi-Ferry, je ne veux pas qu'on se quitte parce que je le redis, j'ai démarré notre entretien sur ce mot association. Vous avez besoin d'accompagnement et vous faites lancer votre appel parce que pour ça, il faut des formateurs, pour ça, il faut de l'argent, il faut des salariés. C'est un vrai sujet quand même, ça. Le sujet, c'est que j'ai rêvé d'un autre monde du travail. Alors, on est en train de... Ça prend forme. On a effectivement ce programme tuteur de résilience qu'on souhaite massivement déployer dans les organisations parce qu'on a un joli programme avec Cédric Dalmasso, qui est président du conseil scientifique de l'ANACT et qui est au Mines Paris. On veut donner des preuves. On peut aujourd'hui mesurer aussi. On a créé un indice sur la résilience. On peut mesurer et on n'est pas là effectivement pour vendre du rêve. Oui, ça fait du bien de remettre du lien, mais il y a des enjeux, encore une fois, de performance économique et sociétale. Et aujourd'hui, c'est effectivement un enjeu à la fois économique et un enjeu aussi très politique. Et voir que ça change concrètement dans l'entreprise. Ça peut changer concrètement dans le monde du travail. On peut remettre du lien. Et effectivement, on est une association loi 1901. Donc, les partenaires et les mécènes sont bienvenus. Et les entreprises, on est aussi un organisme formation certifié Calliope. Donc, on est tout prêt pour vous aider. En avant vers cette envie de résilience 2. Chiffre 2, résilience. Allez sur le site si vous voulez plus de renseignements, si vous voulez apporter votre contribution aussi financière et humaine. Merci Patricia Asensi-Ferry. Quel engagement justement pour cet enjeu de la résilience. Et allez sur le site envie de résilience si vous voulez apporter votre contribution humaine et financière. On tourne une page, direction les JO. Oui, c'est les JO, on en a parlé. Et on va accueillir le directeur France de Randstad, une entreprise, vous le savez peut-être, très engagée dans le sport en général et en particulier dans ces Jeux Olympiques de Paris et de France d'ailleurs en général. On accueille Franck Ribuot, c'est le grand entretien de Smart Job. Le Cercle RH est un grand entretien aujourd'hui. Vous allez voir, pour parler d'un événement planétaire, mondial, les Jeux Olympiques à Paris. On ne parle que de ça. Et des entreprises qui se sont engagées il y a déjà longtemps pour le sport et pour les JO. Et j'accueille Franck Ribuot. Bonjour Franck, président du groupe Randstad France. Alors, c'est ça. Randstad, c'est un leader mondial de quoi? De l'intérim, c'est pas le mot, je crois que vous le validez. Des ressources humaines et de l'emploi de manière générale, oui. Randstad est engagé dans le sport, alors vous ne l'êtes pas que depuis les JO. J'avais une question, parce que c'est un peu la tradition de notre émission, parce que c'est aussi un entretien avec vous. On dit souvent qu'une entreprise qui s'engage dans le sport, c'est parce que le patron, le CEO, parfois même le petit patron, il est passionné de tennis, de rugby, d'aviron, et il dit à ses salariés, il faut y aller. Moi, je me suis laissé dire que vous aviez une petite passion pour certains sports, dont le rugby. J'ai une petite passion effectivement pour certains sports dans le rugby, mais aussi le tennis, le sport en général, pour être honnête. Non, je veux dire par là que ça joue dans un COMEX, quand vous avez réuni vos équipes et que vous leur dites, les amis, on va accélérer sur le sport. Le fait que vous aimiez cette pratique, est-ce que ça accélère le processus? Alors, c'est peut-être intéressant que je vous dise un peu l'histoire. L'histoire, c'est que j'ai rejoint Randstad il y a 10 ans, dans un pays en Australie où on était en perte financière.
Et j'ai vu une vidéo un jour d'un entraîneur de sport qui s'appelait Sean Brassford et qui était un entraîneur d'une équipe de cyclisme, l'équipe de cyclisme anglaise. Et il a parlé de tout ce qui était gains marginaux. Et j'ai adoré en fait cette vidéo de gains marginaux. Et je me suis dit, tiens, comment moi je pourrais mettre en place le gain marginal chez Randstad. Et on a créé un programme qui s'est appelé Just One More, donc 1 de plus, qui était en fait cette capacité à aller chercher le 1% de plus. Et j'ai dit à mes équipes, vous savez, si on arrive à chacun d'entre nous, on arrive à faire 1% de plus dans ce qu'on fait tous les jours, on va changer en fait la destinée de l'entreprise. Et en l'espace de 6 mois, on est passé d'une société avec des résultats négatifs à un équilibre financier pour 1 an plus tard avoir complètement transformé la destinée financière de l'entreprise. Et donc tout le monde s'est mis pour le coup derrière le sport. On va parler de votre partenariat avec les JO Paris, parce que ça c'est un événement fort et vous serez visible évidemment. Il y a un enjeu de marque évidemment. Il y a quand même le rugby, vous êtes dans le sponsoring d'une manière un peu classique. Vous engagez la marque Randstad sur les shorts de l'Aviron Bayonnais. Ils sont combien au classement du top 14 là ? Ça varie toutes les semaines, donc on va pousser, mais ils sont 9e. Ils sont 9e. Ça monte, ça descend toutes les semaines, puisque c'est très, très, très condensé cette année. On peut mieux faire. L'engagement sportif d'une entreprise de la taille de Randstad, on l'entend, c'est aller chercher le gain marginal. Et puis c'est aussi quoi ? C'est aussi de l'engagement des collaborateurs ? C'est l'engagement des collaborateurs. Et si vous regardez en fait l'ensemble des partenariats sportifs qu'on a mis en place, ce sont toujours des clubs qui sont des clubs populaires, avec une vraie volonté d'avoir une diversité sur l'ensemble de leur territoire, d'avoir une inclusion dans leur stade avec plein de personnes de leur territoire, qui sont représentatifs de tout le secteur d'activité. Donc on a, vous avez mentionné l'Aviron Bayonnais, qui est quand même une culture très, très forte. On a aussi le Castres Olympique, on a dans le foot l'Olympique de Marseille, on aime ou on n'aime pas. On a le Racing Club de Lens. Pareil, toujours des clubs qui sont incroyables. Incroyables. Et justement incroyables parce qu'ils sont proches de leur public, ils sont proches des entreprises qui travaillent avec eux, et ils ont aussi un volet insertion, un volet emploi qui est aussi très important. On va y venir parce qu'il y a des programmes d'accompagnement de sportifs de haut niveau, mais aussi des programmes presque de formation qui permettent d'accompagner les entreprises spécialisées dans le sport. Un mot sur votre choix de l'athlétisme, parce qu'on parle de rugby, là on va parler d'athlétisme. Il y a des sports qu'aujourd'hui les entreprises préfèrent à d'autres. Alors vous avez choisi de balayer, vous, les sports, dont le football. Mais on a le sentiment que le football plaît moins et qu'il est préféré au rugby, à l'athlétisme. Pourquoi ? Parce qu'il porte des valeurs particulières. En fait, la question de valeur, on a beaucoup dans le monde du business d'aujourd'hui, on a quand même beaucoup d'expressions qui sont venues du monde du sport. Donc moi, j'arrête pas de dire, il faut descendre dans l'arène, il faut aller dans la mêlée, il faut aller transformer l'essai. Mais ça, c'est mon background un peu rugbyman. Après, pourquoi l'athlétisme ? Parce qu'en fait, ce sont tout un tas de sports qui amènent beaucoup de valeur. On a beaucoup de sportifs de niveau qui représentent la France et qui représentent leur club, qui ne sont pas toujours des multimillionnaires. En athlète en particulier. En athlète en particulier. Et en plus, on a la chance d'avoir des équipes de relais françaises qui sont en haut de l'affiche. Clairement. Et nous, on est devenus partenaires des équipes de relais, puisque depuis que je suis arrivé, j'ai toujours favorisé le sport d'équipe. Et dont le relais qui est d'un sport absolument dingue, parce que ça se joue aussi sur le passage de témoins, sur cette coordination du départ. On a quand même chez vous, dans votre personnalité, cette espèce d'idée qu'on ne gagne pas tout seul. Non, moi je suis le président du groupe, mais je ne suis que le produit de 4500 collaborateurs en France du côté Randstad, 3500 du côté Randstad Digital. Sans eux, je ne suis rien et je ne l'oublie jamais. Et je dis toujours aux équipes dans nos bureaux, puisque je passe 3 semaines sur 4 à visiter nos bureaux, je leur dis, vous savez, qu'on soit un bureau de 4, de 5, de 10, vous n'êtes que le résultat du travail d'équipe que vous faites, d'où l'importance des sponsorships d'équipe. Et on est resté à ce jour, sauf dans le monde du handicap, nous ne sommes restés que sur des partenariats avec des équipes et pas avec des individus, pour justement garder cet esprit-là et ce besoin de travailler ensemble, puisqu'on est tous le résultat de quelqu'un d'autre et du travail des autres. Vous le ressentez dans l'entreprise ? Parce que quand on pousse, il y a 90 points de... Ah non, il y a 700 points. 700 points en France, j'ai dû regarder sur une région. Les salariés sont impliqués aussi en tant qu'ambassadeurs de toutes ces actions, parce qu'il faut aussi les embarquer.
Les salariés sont hyper impliqués. On est juste après le marathon de Paris, par exemple, on avait des équipes de Randstad qui sont allées courir le marathon de Paris. On est partenaire de course pour la recherche du cancer du sein, par exemple, et on a des équipes qui sont complètement mobilisées. Et c'est complètement en dehors de mes mains, en fait. Donc, ce qui est beau dans ces partenaires sportifs, c'est la capacité que ce soit pris en charge par les équipes locales. Et ce qu'on fait moi, en tant que patron de l'entreprise, c'est de choisir justement des équipes que mes équipes veulent aller supporter et avec lesquelles elles veulent s'investir. Avec un focus quand même, je leur dis, business, parce qu'il faut aussi penser le business, c'est le 1% supplémentaire, ça veut dire que vous êtes aussi connecté avec toutes les entreprises de l'écosystème du sport. J'imagine à Bayonne, j'imagine à Marseille, j'imagine dans toutes ces villes où vous êtes là. On dit, va plutôt chez Randstad. D'où l'investissement. Tous ces partenariats ne peuvent vivre que parce qu'on y met du temps. C'est comme du réseautage, en fait. Notre capacité à pouvoir avoir des résultats vient aussi de notre implication personnelle ou de l'implication des équipes pour suivre ces clubs. Donc, on le fait pour, je vais dire, 3 raisons principales. Une raison qui est une raison business, qui est la connectivité avec un autre réseau d'entreprises engagées, de la fédération en interne de gens autour d'une vision commune. Les Jeux Olympiques, si on y revient, est quelque chose d'exactement comme ça, puisqu'il y a eu un sentiment de fierté le jour où on a signé les Jeux qui a été impressionnant au sein de l'entreprise. Toute la boîte. Magnifique. Et puis quand on commence à voir les gens qui vont aller porter la flamme, qui vont aller au stade à la cérémonie d'ouverture, ça crée un sentiment vraiment de... J'ai pas vu ça. Il y a des collaborateurs en Non, qui vont pas courir sur le... On est d'accord, qui vont garder passer la flamme. Non, mais ça aurait pu. Oui, non, qui vont rester dans les tribunes. Et après, on le fait aussi pour de la renommée, puisqu'on a un certain nombre de clubs qui ont une aura. Et quand on communique et qu'on crée du contenu... Je vous donne un exemple tout bête, mais qui, moi, m'a marqué. On cherche, par exemple, très souvent des chauffeurs de bus. Donc, on fait des annonces pour trouver des chauffeurs de bus. Clairement. Et puis, tout d'un coup, on se dit, tiens, on va aller interviewer le chauffeur de bus de l'Olympique de Marseille. Et on va lui demander ce que c'est qu'être chauffeur de bus, mais dans le cadre de l'Olympique de Marseille. Le people chauffeur de bus, quoi. Exactement. Celui qui voit les champions. Et quand on le poste, ça, sur des réseaux sociaux, soit par notre biais, soit par le biais directement des réseaux de l'OM, notre capacité à pouvoir attirer des gens et à faire connaître le métier est multipliée Justement, j'y viens, il y a quand même l'enjeu des sportifs de haut niveau que vous accompagnez. Il y a l'écosystème business avec les entreprises et c'est normal. Et puis il y a chez vous aussi, c'est aussi une valeur forte, Randstad, c'est de se dire, notamment je pense à l'athlète, des sports très peu rémunérés. On est sportif de haut niveau, on vit avec le SMIC. Et puis quand la carrière s'arrête, on se retrouve sans rien. Et là, vous leur tendez la main. Tout à fait, parce qu'en fait, et là, pour le coup, c'est quelque chose que moi, je porte vraiment fortement, puisque je vois tout un tas de jeunes et de jeunes sportifs qui passent à côté des opportunités qu'ils ont par le biais des rencontres qu'ils font avec des directeurs, des responsables d'entreprise comme nous, où ils vont passer du temps sur leur téléphone. Et je leur dis, vous savez, vous commencez votre après-carrière au moment où vous rencontrez tous vos sponsors et tous vos partenaires. Clairement. Si vous faites une bonne impression à ces gens-là au moment où vous êtes en interaction avec leurs équipes ou en interaction avec eux... Vendez-vous un peu, quoi. Voilà, ils vont se souvenir de vous et le jour où vous aurez besoin d'un emploi... Vu que vous avez déjà toutes les valeurs et toutes les choses que vous représentez, vous êtes les premières personnes qu'on va aller chercher. Ouais, on ne l'a pas dit parce que l'athlète, le rugby, il y a quand même un dénominateur, même quand c'est des sports individuels, qui sont le courage, l'engagement, dans le relais, la solidarité. Ça, c'est quand même des valeurs très fortes. Je trouve qu'il n'y a que le sport qui porte cette valeur-là, en fait. Le sport, c'est une des choses qui nous permet de fédérer tout le monde derrière des valeurs un peu communes. La capacité à pouvoir se remettre en cause tous les jours, d'aller à l'entraînement, pas uniquement pour avoir la lumière, mais aussi parce que tous les jours, il faut y aller, il faut se lever malgré le temps, etc. Ça, c'est des choses qu'on peut répéter dans le monde du business et qui marchent très, très bien. Quelques mots sur Randstad et l'état du marché du travail. Parce qu'il y a le sport, il y a le ludique, il y a la flamme olympique et puis il y a la joie d'une entreprise qui cartonne. L'état du marché du travail, il est compliqué. Vous l'évoquiez, les chauffeurs de bus, on n'en trouve pas. D'aide à domicile, on n'en trouve pas. Les EHPAD ne trouvent pas. L'industrie peine. Qu'est-ce qui se passe ? En fait, on a des inadéquations entre les endroits où on recherche les emplois et les personnes qui sont en disponibilité sur ces territoires. J'ai toujours tendance à dire qu'en fait, on regarde le marché du travail de manière unique, mais le marché du travail, en fait, ce sont des micro-segments par secteur d'activité sur des bassins d'emploi. Par canton, presque. Oui. Pas loin. Pas loin, puisqu'en fait, on le voit nous, on a 700 agences, dont je vous disais, et dès qu'on retire une agence d'un marché, dans les 20 km,
on perd en fait ce bassin. Hier, j'étais à Nice, par exemple, et on a ouvert un corner à Carros. Pour ceux qui connaissent la région niçoise, Carros, c'est à 15 km. Ouais. Et pourtant, c'est utile. Et c'est un bassin complètement différent. Donc, on n'attire pas les gens de la même manière. Mais vous me dites, ça c'est intéressant, Randstad continue à croire au point de vente physique, parce qu'il y a beaucoup aujourd'hui, numérique aidant, l'IA se dit c'est terminé, plus besoin d'agences, on fait du recrutement sur Internet, on remplit d'affiches. Vous me dites exactement le contraire. En fait, il faut marier les deux. Donc, parce que le digital est là aussi. Hein. Le digital est là, mais le digital contribue en fait à l'anonymisation de la relation et de la personne. Le digital nous a aidé dans beaucoup de choses quand on fait notre travail, puisqu'il nous a permis d'aller beaucoup plus vite pour traiter tout un tas de dossiers. Par contre, on a beaucoup plus de candidatures qu'on en avait avant. Pour vous donner une idée, Randstad France, c'est 93 000 candidatures par mois. Si je demandais à mes employés de ne faire que ça, ils ne pourraient rien faire d'autre. Donc là, c'est capté par le digital. Voilà, le digital nous aide à capter les gens. Par contre, la relation personnelle est quelque chose qui va nous permettre d'aller demander des services à des gens, de pouvoir mieux les connaître pour pouvoir après les développer, affiner leur développement, puisqu'on a un grand rôle de formation en France. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire si on ne connaît pas les gens. Justement, Franck Ribuot, un mot avant de nous quitter, parce que c'est le gros sujet du moment, l'intelligence artificielle générative, puisque celle-ci, elle est là, et on nous dit que les recruteurs en ont besoin. Est-ce que dans le travail de sourcing, vous l'utilisez pour libérer du temps, je dirais, de finesse et d'intelligence à vos collaborateurs ? À la différence de beaucoup d'autres entreprises, on fait très attention à la façon dont on utilise l'intelligence artificielle, parce qu'on n'a pas de preuve aujourd'hui qu'elle ne va pas mettre trop de biais dans la capacité à sélectionner les gens. Clairement. Donc on l'utilise par l'intermédiaire de certains outils où on a pu prouver en fait qu'il n'y avait pas de biais. On a arrêté un partenariat, nous, avec une grande société que je ne vais pas donner le nom, mais on a arrêté ce partenariat-là parce que justement, on s'est dit, on va sur un terrain dangereux, on ne veut pas faire ça. Par contre, ça nous aide, encore une fois, dans en amont, les processus et dans l'amont, dans le sourcing. Avant de nous quitter, revenons quand même sur le ludique, parce qu'on est à moins de 100 jours maintenant des Jeux Olympiques de Paris, avec une flamme qui va partir de Grèce et qui va arriver, et qui arrive à Marseille, bien sûr, parce qu'on vous sent très attaché à cette ville. Un pronostic sur les équipes que vous soutenez. Vous avez parlé du relais. On a une chance en quoi on va avoir une chance en relais, on va avoir des chances en escrime. Oui, on va avoir des chances, je pense, en escrime. On est partenaire de l'épée, je pense qu'ils vont avoir une bonne chance. Mais de toute façon, de notre point de vue, nous, chez Randstad, et moi, en tant que Franck, je suis pour les équipes de France, peu importe le sport, qu'on les supporte ou qu'on les supporte pas. J'ai qu'une envie. J'ai eu la chance de connaître les Jeux Olympiques à Sydney en 2000 et j'ai vu l'effet qu'ont eu les athlètes australiens qui ont gagné les médailles en première semaine et l'impact que ça a eu sur l'ambiance et l'atmosphère. Et l'image d'un pays. Et l'image. Et j'espère qu'on va vivre ça en France. En tout cas, moi, je suis hyper positif. Ça fait du bien entendre. Avec le JO-bashing qu'on a quand même beaucoup là, ces dernières semaines, vous êtes dedans, vous y croyez, et vous serez aux côtés des athlètes, vous serez sur place, j'imagine. J'y crois à fond, j'y serai pas plus que je pense que d'autres. J'ai acheté, moi, personnellement, 45 billets que j'ai pu trouver par l'intermédiaire de ma femme, de moi, on a été tirés au sort. Donc on a acheté sur des épreuves qu'on ne connaît même pas. On va y aller parce qu'on veut justement profiter de ça, et on veut être dans cette ambiance. Et je vous dis, j'entends le JO-bashing, mais quand on va y être, je pense que tout le monde va être excité. Si en plus on peut gagner quelques belles petites médailles en première semaine, ça va créer de l'excitation et tout le monde va en profiter. Sur les sports dont vous avez parlé, en effet, parce que l'athlé, c'est peut-être le sport le plus en difficulté. Ça, c'est deuxième semaine. Donc, mais ça, c'est deuxième semaine. D'ici là, on aura gagné. D'ici là, on aura raflé de la médaille. Merci Franck Ribuot, c'était un vrai plaisir de vous accueillir. Président du groupe Randstad France, engagé, vous l'aurez compris, pleinement engagé dans ces JO et dans le sport en général. Merci, c'est un vrai plaisir de vous accueillir. On accueille tout de suite notre invité et ses fenêtres sur l'emploi. Fenêtre sur l'emploi, je vous l'ai dit, nous allons recevoir pour la première fois, on a reçu évidemment beaucoup de métiers, mais pour la première fois, nous recevons une plombière sur notre plateau. Une plombière n'est pas une glace, mais c'est le féminin du mot plombier. Et c'est vrai que l'image d'Épinal veut que le plombier soit un homme un peu baraqué qui porte sa musette. Et on accueille Mona Lalanne. Bonjour Mona. Bonjour. Très heureux de vous accueillir. Alors, vous assumez totalement ce mot plombière, puisque c'est le sourire de la plombière qui est le nom de votre entreprise. Vous êtes sur Paris, petite couronne, 4
4 salariés, 3, dont vous. Oui. Et c'est-à-dire qu'on est bien d'accord que vous n'êtes pas en comptabilité derrière votre ordinateur. Hein. Vous avez la camionnette, le sac. Et la camionnette, tout à fait, le sac d'outils, le chalumeau. Et l'ensemble des outils pour permettre de régler le chauffe-eau ou de le réparer. Exactement. Quelques mots d'abord avant de parler de votre métier, qui est un métier très rare, parce qu'on se bat, les plombiers et les plombières. Votre parcours, Bac+4, c'est-à-dire dans la mode et dans l'art. Oui, j'ai une maîtrise en mode. Donc voilà, j'ai un Bac+4. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé qu'après 10 ans passés dans le secteur du textile et celui de l'art, j'en ai eu marre. J'étais salariée aussi et un ras-le-bol a fait que j'ai voulu faire un bilan de compétences. Et CAP derrière ? Et voilà, et donc le bilan de compétences m'a donné le secteur d'activité du bâtiment et je me suis renseignée sur les formations dans le bâtiment et les formations d'adultes, donc des formations un peu plus courtes et le CAP de plombier. Parce qu'on vous a détecté, j'imagine, une appétence pour le travail manuel. Enfin, j'imagine, ou la construction. C'était quoi qu'est-ce qui a fait que vous êtes arrivé à faire ce métier et que vous exercez d'ailleurs ? Alors le point de départ, c'était que je souhaitais devenir indépendante. Je voulais être ma propre patronne. Voilà. Et la deuxième chose, c'était de trouver un secteur d'activité où il y avait du travail et dans lequel je pouvais me rémunérer très rapidement. Donc il y avait le secteur de la restauration et celui du bâtiment. La restauration impliquait, à mon sens, trop d'inconvénients. Et celui du bâtiment, je ne sais pas pourquoi, mais dans mes recherches, la plomberie, il y avait la soudure. Et je me suis dit, si ça ne fonctionne pas, je vais apprendre un savoir-faire et je vais pouvoir m'amuser chez moi à braser le cuivre ou à souder l'acier. Oui, parce que c'est souder l'acier, braser, c'est quand on est plombier, là on travaille Et aujourd'hui, d'abord, vous ne regrettez pas ? Vous avez trouvé cette liberté, l'épanouissement que vous recherchiez finalement ? Ah mais tout à fait, j'ai une entreprise qui fonctionne, qui marche, je gagne ma vie, avec mon associé, on apprécie de se lever le matin pour aller travailler, donc non, c'est que du positif. On parle d'argent, on dit que les plombiers gagnent très bien leur vie, on entend souvent des parents qui disent, au lieu de faire une filière boucher, t'aurais dû faire plombier. C'est vrai ou pas ? Alors, il faut beaucoup je pense que les bouchers aujourd'hui gagnent assez bien leur vie. Parce qu'on n'en a plus de bouchers. C'est ça, exactement. Le bâtiment, lorsqu'on sait travailler, lorsqu'on est responsable, qu'on a de l'expérience, on acquiert des compétences, un savoir-faire qui aujourd'hui est rémunérateur. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. C'est très demandé, oui. Ouais. La porte s'ouvre. Le rendez-vous a été pris, votre associé a pris le rendez-vous, puis tout d'un coup la porte s'ouvre et on a Mona Lalanne qui est devant. Comment ça réagit ? Qu'est-ce que les gens vous disent ? Alors les clients qui nous appellent directement grâce au nom, le sourire de la plombière, savent que 80% de chances ça soit une femme qui arrive chez eux, parce qu'on a aussi le troisième est un garçon. C'est un garçon, absolument. Pour tous les clients qui viennent grâce au biais des assurances ou voilà. Ça peut être une surprise, mais c'est toujours... Et on vous pose des questions, forcément. Non ? Pas forcément. Aujourd'hui, pas forcément. C'est pas si étonnant que ça. Ils sont plutôt agréablement surpris et en joie de voir des femmes dans le milieu. Avant de nous quitter, vous cassez les codes, on est d'accord. C'est aussi ça, par le titre de l'entreprise, par ce que vous représentez aujourd'hui sur ce plateau, vous cassez les codes. La féminité n'est pas toujours mariée avec la plomberie, spontanément. Non, pas du tout. On est d'accord. Là, vous me voyez habillée, entre guillemets, mais là, vous n'êtes pas en tenue de... Voilà. Vous n'êtes pas en tenue de... Mais ce matin, avant d'arriver sur votre plateau... Le bleu, la musette. Voilà, j'avais le sweat à capuche, le pantalon de travail, j'étais sale, j'ai fait des évacuations toute la matinée, je sentais pas bon. Oui, parce que c'est aussi ce travail-là, hein, c'est pas... Ah oui, oui. Et c'est le tuyau PVC aussi, la plomberie. Hein. Oui. Et oui, le fameux PVC. Merci Mona Lalanne d'être venue nous rendre visite. Vous êtes à Paris, Petite Couronne, dans le 10e arrondissement, je crois. Merci de nous avoir rendu visite et de nous avoir fait partager votre parcours et votre passion. L'émission est terminée. Merci à vous, merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité, merci à Mani à la réalisation, merci à Saïd au son aujourd'hui et merci évidemment à Nicolas Juchat à la programmation et merci pour votre fidélité. Je vous dis à très très bientôt. Bye bye.